Je vais quand même refaire des présentations sommaires. Donc moi j'ai fait les photographies. Il y a un autre artiste qui s'appelle Grégory Everingham qui fait ses rocailles assez étonnantes. Gilles Clément, qu'on connaît pour le jardin en mouvement. L'idée vraiment, avant le jardin en mouvement, on jardinait comme au XVIIe siècle en fait. On n'avait pas du tout pris conscience du cycle des plantes. On n'avait pas changé, oui. Ouais. Voilà. Donc là il y a eu une vraie rupture. Là j'étais jeune étudiant, du coup ça nous intéressait énormément, on a pressenti que c'était effectivement, il y avait un autre truc qui se mettait en place. Le jardin planétaire, c'était en 99 dans la grande halle de la Villette, avec une scénographie de Raymond Sarti. Moi j'étais à l'école du Breuil, c'était la révolution, parce qu'il nous parlait de choses beaucoup plus globales. Le jardin planétaire, c'est une prise de conscience de la finitude écologique, de l'anthropisme de la planète qui s'étend de plus en plus. Le brassage, voilà. Et la définition du monde. Donc c'était vraiment bien avant Yann Arthus Bertrand, c'était vraiment les premières notions. Ah ouais, on habite sur une planète qui est petite et qui voilà. Et puis il y a eu le tiers paysage. Le paysage premier, c'est la planète telle qu'elle, personne n'y a touché, qui est en fait c'est une végétation donc qu'on dit primaire, donc l'homme n'est pas là. Le deuxième paysage, l'homme arrive et investit les lieux. Donc il y a l'industrie, il y a l'agriculture, enfin bon, tout ce qu'on connaît comme grosse empreinte catastrophique qu'on sait faire. Et le troisième paysage, eh ben, l'homme part. Pour diverses raisons, tout d'un coup, le lieu est abandonné. Et finalement, moi je considère que ça peut être regardé comme un jardin parce qu'il reste des rémanences de l'action de l'homme. Alors là, sur les 5 grands formats que vous voyez, il y en a 4 qui sont faits dans la forêt de la Corniche des Forts, c'est une carrière à l'abandon. Donc effectivement, c'est celle-ci et ces deux-là sur ce mur. Il n'y a qu'un petit vallon agricole dans le Tarn, qui est les montagnes noires, donc du côté de Castres. Où là, par exemple, la rémanence, la trace que l'on voit, elle est subtile, mais c'est tout au long du chemin, ce sont des ouvertures qui se sont créées, du coup ça crée une balade très agréable, parce que régulièrement il y a ces fenêtres, et ces fenêtres elles correspondent à des alignements de murs, de restanques, voilà, à l'époque de l'agriculture héroïque, comme dit Gilles. La deuxième image à côté horizontale, là on est dans la forêt de la Corniche des Forts et on est dans ce qu'on appelle le front d'extraction. C'est-à-dire que déjà pour y arriver, moi je mets une demi-heure à la machette. Donc l'endroit se mérite. Pour vous donner une question d'échelle, s'il y a au bout du paysage, à l'endroit le plus profond, on voit à peine un humain. Donc c'est vraiment un endroit très vaste. Alors là ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, en logique, ce sont des types de paysages, enfin naturellement, ça n'existe pas. Parce que là, il y a la clématite sauvage, Clematis vitalba, qui a complètement investi l'espace. Il reste éventuellement quelques ronces qui arrivent à lutter et quelques orties, mais c'est tout. Et pourquoi c'est comme ça? C'est parce qu'il y a eu un désordre écologique incroyable. C'est-à-dire que la carrière a été en mouvement, il y a eu des grosses machines, il y a eu une extraction pendant 100 ans, et le sol est devenu hyper tassé. Et qu'est-ce qui pousse là-dedans? Eh bien, que la clématite vitalba. Des carrières de la Corniche des Forts, ouais. Mais également de l'autre carrière dont on évoquait à Nantes, ouais. Ce sont dans ces 2 lieux-là que j'ai fait la proposition du recensement, ou je ne sais pas comment on pourrait dire, de la diversité comportementale, c'est-à-dire non pas forcément la diversité spécifique, le nombre d'espèces différentes, mais le nombre de comportements différents et particuliers. Et comme tu le disais, ici c'est le comportement incroyable des lianes, qui est remarquable et qui est mal compris, mal connu même par les scientifiques aujourd'hui. Quand on interroge Francis Allais, il parle de l'inconnu qu'il y a sur les lianes. Mais la Clematis vitalba fabrique un paysage tout à fait particulier. Là, on en voit des aspects, mais il y a aussi celui qui est différent, un peu plus Tarzan, quand on passe dessous. Oui, bah c'est celle qui est là, effectivement, qui envahit complètement le tronc robinier, et c'est vrai qu'elle est très très présente dans la forêt de la Corniche des Forts. Tiers paysage, ça vient pas de tiers monde, ça vient de tiers état.
Voilà. Donc Gilles dit, fragment indécidé du jardin planétaire, le tiers-paysage est constitué de l'ensemble des lieux délaissés par l'homme. Ces marges assemblent une diversité biologique qui n'est pas à ce jour répertoriée comme richesse. Le tiers-paysage renvoie à la notion de tiers-état, effectivement, et non de tiers-monde. Espace n'exprimant ni le pouvoir, ni la soumission au pouvoir. C'est là que c'est chouette. Donc, il se réfère au pamphlet de ce fameux curé, Sieyès, révolutionnaire, en 1789, qui dit « Qu'est-ce que le tiers-état » c'est tout. Qu'a-t-il fait jusqu'à présent? Rien. Qu'aspire-t-il à devenir? C'est ça qui est intéressant. Et là, c'est quelque chose. Gilles, en tant que jardinier et écrivain, je trouve que quelque part, tu jardines les consciences. Moi, peut-être qu'avec mes photos, je ne fais que jardiner la perception qu'on peut avoir de ces endroits-là. Donc là, on en est au 3e paysage, et ça ramène à l'idée du 4e, qui est vraiment la forte interrogation sur l'avenir, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces endroits-là? Comment on les réinvestit? Comment on les considère? Voilà. Et du coup, là, pour le coup, il y a plein de gens qui planchent là-dessus. Par exemple, sur cette photo horizontale, l'espace a été investi de façon complètement aléatoire par les gens, finalement, qui fréquentent le lieu pour y promener leurs chiens. En tout cas, les gens ne débordent pas de l'allée. Ça, c'est intéressant. Parce que c'est un chemin de chef qui est parfaitement tracé. Peut-être qu'un paysagiste, s'il l'avait dessiné, il se serait planté. Et ce qui est super étonnant, c'est que ce BRF qu'on nous vend très cher, il se fait naturellement. La matière est super belle. Simplement, le fait de fréquenter. Ici, vous avez le papa inconscient du tiers-paysage. Vous ne savez pas. C'est lui. C'est à cause de lui. Ah, voilà. Guy Tortosa était à l'époque directeur du Centre d'art et du paysage sur sa demande, car c'était avant lui, c'était seulement d'art, et me demande de faire une étude sur la périphérie, et la notion de tiers-paysage vient de cette étude-là. Alors j'aime bien ton interprétation, elle est assez intéressante, mais c'est pas vraiment ça qui s'est passé pour moi. Je cherchais la diversité, je ne la trouvais pas dans les forêts, qui est la zone d'ombre, parce que pour moi c'est un paysage binaire, et il y a vraiment, c'est vrai, beaucoup de Douglas, là pour le coup stérile, en dessous rien. Les prairies, pas terribles, parce que traitées, et que la diversité avait quand même beaucoup diminué par rapport à ce que je connaissais enfant. Donc je la cherche ailleurs, et je la trouve ailleurs. Et je la trouve dans des endroits qui ne sont pas du tout... occupés par l'homme, ou très très peu, des bords de route un peu, parce qu'il y a une petite gestion, mais très peu. Sinon, c'est les territoires abandonnés, parce que c'est pas commode de gérer, c'est en pente, où il y a des gros rochers, des choses comme ça. On est dans les tourbières, puisqu'il y a des tourbières, ou sur des landes climatiques où trop squelettiques, les sols on ne cultive pas. Donc là, je trouve tout. Mais c'est des paysages très très différents les uns des autres, donc je dis c'est le 3e paysage, après les 2 autres qui sont celui de l'ombre et celui de la lumière. Et je dis celui-là c'est celui de la diversité. Ouais. Et toi tu dis Il y a le premier, le naturel totalement, le 2e, le paysage anthropique, et le 3e, celui abandonné. C'est l'exégèse de Yann Monet, donc. Il y en aura peut-être d'autres plus tard. Mais moi, ça m'est venu comme ça. Je disais le 3e paysage, c'est celui qui va regrouper des espaces qui paysagèrement n'ont rien à voir, qui ne se ressemblent pas. Une tourbière, c'est pas comme un bord de route, c'est pas comme une base. Sauf qu'ils sont les territoires d'accueil à la diversité. Voilà. Puis après, je me suis servi du pamphlet de Sieyès pour faire basculer vers tiers paysage et non pas 3e. J'ai appris un peu plus tard que comme Gilles venait souvent, comme tout ça a été propice à une immersion et à une interlocution, que sais-je, eh bien, est né, sans que jamais il y ait eu une commande, mais c'est ça qui se passe entre les créateurs parfois et des circonstances qui font qu'ils se sentent à l'aise pour créer. Gilles écrit ce livre. Et bon, tu nous as fait l'honneur de signaler dans les premières pages et premières lignes qu'il est né à Massivière, mais dans cette espèce de moment comme ça, où il y avait plein de choses qui étaient en ébullition. C'est ta faute, tu m'as demandé un texte. Alors, après l'analyse du paysage, au lieu d'écrire un texte normalement, j'ai écrit un manifeste. Ouais. Parce que le style n'est pas celui de la littérature basique,
des phrases très très courtes. Oui, oui, ça détaille vraiment Pas du tout. comment un endroit, par soustraction de toute notre empreinte, se trouve isolé, soit par une pente trop forte, ou voilà, il y a plein de processus, et ça les décrit, et c'est super intéressant. Un terrain abandonné à lui-même devient une forêt. Ça prend un certain temps, mais ça devient une forêt. Donc les ronces s'installent assez vite. Et ça crée une protection, c'est ce qu'on appelle la friche armée, pour que naissent les jeunes ligneux, les jeunes arbres. Cette protection, elle est contre les prédateurs, c'est-à-dire les chevreuils, les lièvres, les animaux qui peuvent nuire à l'arbre quand il est jeune, en tournant l'hiver, en mangeant l'écorce. Et là, au sein des ronciers, Il aime bien au pied, là, plein de vitamines, bien sûr. ça stoppe la croissance des jeunes pousses de bouleau, de sorbier, de sel. Et on voit très bien quand il y a un C'est la nature qui protège naturellement avec son film de ferme-volet naturel, ces jeunes pousses. Alors, il y a parfois autre chose que les ronciers, il y a aussi des aubépines, il y a aussi d'autres épineux, quoi. Là, il s'est trouvé que sur un sol comme celui-ci, qui est sur du gypse, dans un terrain calcaire, sans doute pas complètement classique, il y a un développement supérieur de la liane, la clématite vitalma, qui est une autre clématite indigène, qui peut monter assez haut dans les arbres et elle couvre, elle fait comme un tissu. Alors il y aurait la possibilité d'avoir ici un couvert gibier assez important, sauf que il y a, paraît-il, quand même des animaux. Hein. Mais ça veut dire que la différence de la friche armée habituelle qui apparaît dans des endroits où il peut y avoir des chablis, n'aurait pas eu la place ou le temps pour que les ronciers habituels, mûriers, que sais-je, Je pense que si, mais la croissance de la liane est beaucoup plus rapide. C'est parce qu'elle est plus Elle rapide. peut venir recouvrir un arbre. Mais là, oui, et puis là, il y a eu ce que je disais, effectivement, il y a un désordre écologique énorme. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure, mais justement, du coup, je voulais comment on peut approfondir ça, parce qu'en même temps, c'est un comportement et c'est une situation qui est fascinante. Hein. Et comme on a déjà eu l'habitude que chaque fois qu'on a cru que certaines choses étaient des catastrophes, bien souvent c'était une richesse, c'était quelque chose d'inattendu. On est sur un sol relativement squelettique ou pauvre, et où les pionnières seulement ont été capables de venir pousser sur... Certaines pionnières très combatives peuvent venir et prendre le dessus. C'est ça qui... C'est le cas de la clématite sauvage. Oui, bien sûr. Mais ça ne veut pas dire que les autres espèces ont disparu complètement. Et c'est ça qui est intéressant dans une forêt, parce que dans une forêt, normalement, à l'ombre d'une forêt, on voit plus grand-chose. Il y a quelques buissons, quelques plantes, il n'y a plus grand-chose. Elle disparaît parce qu'elle n'a plus de soleil. Mais elle n'est pas disparue réellement. Elle est à l'état de graine et elle dort. En fait, il y a sous les forêts, sous les arbres, il y a une série floristique qui dort, et on ne sait pas. Ça n'est que quand il y a un chablis, les arbres qui tombent, et il y a la lumière qui arrive, et l'eau, et tout à coup surgit un truc, et ils étaient là en train d'attendre. C'est pour sommeil. Mais enfin, je voulais savoir, qu'est-ce qui va se passer plus tard? Alors, ce qui va se passer, c'est que les ligneux, les jeunes arbres qui arrivent quand même à vivre là-dedans vont pousser, et vont faire s'effondrer tout ce que l'on voit qui constitue des buissonnements. C'est un peu l'effondrement des ronciers. Mais ça, c'est pas forcément que des ronces, c'est de tout ce qui des plantes qui ne sont pas des plantes syaphiles, c'est-à-dire qui ne sont pas des plantes d'ombre. Ce sont des plantes qui ont besoin de lumière, qui ne pourront pas vivre à l'ombre des arbres. Et donc, il va se passer la même chose que dans la friche évolutive habituelle. Oui, bien sûr, mais ça prendra beaucoup plus de temps. Ça prendra beaucoup plus de temps. Et ce qui est étonnant, c'est que ce sont des sureaux en petits arbustes qui arrivent à vivre les uns les autres. Le sureau est une pionnière. C'est pas un arbre, c'est un arbuste. Et le sureau est intermédiaire. C'est le stade final de végétation. Et là, la clématite sauvage, elle est promise en quelque sorte, si jamais nous on n'y touche pas, à disparaître parce que. Pas complètement, parce que c'est le le mystère des lianes qui sont comme celle-là pionnières. Elles vivent profitent de toute la lumière, et quand la forêt s'installe, elles finissent par ne plus avoir la lumière, en tout cas sur une grande partie de leur parcours, mais pas en haut. Pas en haut. Et c'est là où il y a des études, il y a des scientifiques qui se posent des questions sur les différents comportements physiologiques à des niveaux différents de la liane. Ils n'ont toujours pas trouvé encore comment ça fonctionne. Alors voilà où on en est.